Donc, je vais vous présenter une nouvelle manière d'alimenter l'infrastructure de données géographiques avec ce fameux module Data Feeder dont j'ai fait un peu de teasing déjà hier en vous présentant une vidéo. Voilà. Ok, on a récupéré Christophe, super. Tac. Donc, je travaille à Camp2Camp, donc cette présentation est faite avec ma casquette Camp2Camp. Donc, du coup, je me permets de donner quelques mots à propos de Camp2Camp. Voilà, on est actif dans 3 pays, France, Suisse, Allemagne. Plus de 110 collaborateurs à l'heure actuelle. Et depuis 2001, nous sommes connus pour proposer des solutions innovantes et open source dans 3 domaines d'activité, géospatial, business et, ah tiens, je l'ai laissé en allemand, Infrastruktur. Entschuldigung. Donc voilà, mais vous comprenez, nos 4 domaines d'activité sont les études, la R&D, le support, l'implémentation et la formation. Voilà. Alors, quand on parle d'alimenter son infrastructure de données géographiques, on voit qu'il y a quelques défis, notamment quand on cherche à faire des métadonnées ISO, et c'est en partie ce qui alimente les motivations du développement présent. Donc la convivialité, quelque chose qui est important. Voilà, faire en sorte que les utilisateurs aient envie de saisir de la métadonnée, parce que sinon, voilà, c'est quelque chose qui peut vite être zappé. Et donner sans métadonnées ne vaut pas grand-chose. Voilà. Un autre enjeu, c'est d'éviter les erreurs de saisie ou se caler sur une norme que vous connaissez bien avec les différents validateurs. Voilà. Et puis la consistance, faire en sorte que d'un utilisateur à l'autre, la saisie de métadonnées soit en ligne avec ce qui est attendu. Et on constate, c'est la présentation précédente avec le petit sondage réalisé par Fabrice, que les processus d'alimentation d'une infrastructure de données géographiques varient d'une plateforme à l'autre. Je sais que certains imposent la saisie de la métadonnée avant même d'accepter la donnée, d'autres autorisent le contraire. Je sais que certains utilisent l'éditeur GeoNetwork, d'autres utilisent d'autres éditeurs qui sont disponibles dans la communauté, notamment MDEdit. Voilà. Et donc, on peut constater que c'est ce qui fait la force de GeoOrchestra, cet aspect modulaire, cette diversité d'approches qui permet de coller à un grand nombre de workflows au plus près des besoins du terrain. Mais ça peut aussi être un écueil parce que ça peut dérouter les nouveaux utilisateurs qui se posent la question, quel est le meilleur parcours utilisateur quand j'utilise GeoOrchestra? Alors, eh bien, je n'ai pas la prétention d'apporter une réponse ultime, mais maintenant, au moins, vous avez un nouveau moyen d'alimenter votre infrastructure de données géographiques, CF, ce fameux XKCD avec la question des standards, où 2 personnages constatent qu'il y a 14 standards compétiteurs et qui se disent, tiens, je vais en faire un standard, je vais faire un standard universel pour tous les regrouper. Et au final, on a 15 standards. Voilà. Alors, pour aborder la question de la réalisation. C'est un module, donc ce data feeder, qui a été commandé par le département de la Haute-Loire et qui souhaite ici remercier par son engagement à faire du logiciel libre et à ce que le développement se situe dans une zone ouverte sur GitHub, publiquement accessible et disponible pour tous, conformément à la philosophie de GeoOrchestra depuis le début. Le projet a démarré été 2020. On a commencé à réfléchir avec mes collègues autour de choses telles que vous le voyez là, des diagrammes d'état qui montrent les états de l'application avec les interactions client-serveur telles qu'on les imaginait à cette époque et la gestion d'erreurs en rose. Voilà. Ça a bien évolué depuis. Voilà, c'était la proposition initiale. On a également cogité sur le mapping des champs, les champs qui sont obligatoires dans une fiche de métadonnées ISO. Vous voyez, il y a l'espace sur la droite. Et finalement, les champs humainement compréhensibles sur la gauche, avec un titre d'une fiche de métadonnées, un abstract, et tu vois. La trentaine de champs qui est nécessaire pour la compatibilité Inspire. Comment on va pouvoir les obtenir avec cette colonne source? Voilà, vous voyez user input, provided by metadata template, computed, etc. Je vais détailler tout ça par la suite. Alors, peut-être quelques mots sur les équipes
nos équipes de développement réparties à travers le monde. Alors, c'était très intéressant, très challenging à piloter, puisque comme à l'époque du bon vieux roi Louis, le soleil ne se couchait quasiment jamais sur nos équipes de développement. On avait sur les aspects UX, workflow, Florent, moi-même, qui a imaginé cette tel que je vais vous le présenter. Rédaction des user stories, donc la gestion de projet, c'était de mon côté. Sur la partie UI, hein, qui est relativement innovante, on s'est adjoint les services de Marlène Cotterlas, qui est à Chambéry. Sur les aspects back-end, donc Gabriel, qui est à Buenos Aires. Gabriel, que vous connaissez peut-être pour le développement de GeoWebCache, notamment, et contributeur GeoServer de longue date. Et Björn, qui travaille chez nous à Munich. Et pour la partie front-end, on avait Yuri, employé Camp2Camp à Kiev, Antoine et Florent. Voilà, donc cette équipe. Et puis le petit invité surprise que j'ai représenté sur la droite, coronavirus qui a fait des dégâts dans nos équipes et occasionné des problèmes de disponibilité, puisqu'on a eu deux membres de l'équipe qui ont été atteints. Et on a eu d'autres petits soucis de disponibilité aussi sur des histoires de genoux qui flanchent et autres. Voilà. Je vous passe les détails. Alors, voilà comment se présente la page d'accueil de l'application DataFeeder qui est accessible sur /import. Voilà, vous savez que dans GeoOrchestra, les modules sont disponibles à la racine du service. Donc là, on a choisi, plutôt que /datafeeder qui ne parle pas vraiment ou qui ne pourrait ne pas parler à vos utilisateurs, le mot-clé import nous a semblé plus à même de convoyer le vrai sens de l'application. Alors, cette page d'accueil, j'ai mis en exergue un certain nombre de choses qu'il faut remarquer. Donc déjà, son aspect assez dépouillé, avec juste un champ d'import, un bouton, j'ai le droit d'envoyer cette donnée. Pourquoi j'ai le droit d'envoyer cette donnée? J'avais envie d'éviter l'écueil que tout le monde publie des données pour lesquelles il n'a pas le droit, et juste pour créer une carte après. Voilà, ma donnée, je la pousse, elle est publiée en flux, et comme ça, je peux faire un truc avec mon MViewer ou une carte avec mon MViewer ou mon MapStore par la suite. Alors, on a vraiment voulu éviter cet écueil-là et publier de la donnée pour sa valeur intrinsèque dans l'infrastructure de données géographiques. Et donc, en général, c'est le propriétaire de la donnée qui possède les droits qui va être en capacité d'utiliser ça. Ce qu'on voit dans le coin supérieur droit, c'est que je suis connecté. Pour pouvoir utiliser le data feeder, ce n'est pas une application qu'on peut utiliser en mode anonyme. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir quel est l'utilisateur connecté pour alimenter la fiche de métadonnées par la suite. On note également l'internationalisation. Alors là, on est en anglais, il y a un processus de traduction qui est en cours. L'ensemble de cette interface réagit à la langue positionnée par défaut dans le navigateur pour afficher l'interface dans la langue préférée de l'utilisateur. Voilà. Donc les modalités d'import ici, ça peut être du drag and drop, ça peut être du je clique sur le champ et j'ai un formulaire qui me permet de choisir le fichier. Ensuite, on a, bon, je n'ai pas représenté ici, mais vous le verrez dans la démonstration qui suit, une barre de progression qui symbolise la progression de l'analyse. Alors, je vois, Gaëtan, que tu me demandes le logiciel n'est pas accepté. Alors, effectivement, pour l'instant, on a fait une version 0 où on a mis l'accent sur l'infrastructure générale du data feeder qui, visuellement, est très simple, mais qui, derrière, est une vraie gageure pour faire en sorte que la donnée soit correctement saisie, alimentée dans les différents back-ends, etc. Beaucoup de travail derrière. Et donc, on a fait un MVP, un Minimum Viable Product, un produit qui a un périmètre fonctionnel réduit, mais qui fait correctement ce qu'il annonce faire. Et donc, effectivement, uniquement la gestion du SHP pour l'instant.
avec une taille minimum requise. Mais on a des plans pour faire évoluer ça à l'avenir. Je veux dire, architecturellement, c'est prêt. On attend un financement dédié pour ce fonctionnement-là. Alors, je vois des questions. Je vais essayer de les traiter au fur et à mesure. Au niveau des droits, est-ce qu'il faut des droits d'admin GeoServer? La réponse est non. Loïc, on n'a pas besoin de droits d'admin. Il suffit d'être utilisateur identifié sur la plateforme. Éventuellement, on a la possibilité de restreindre l'accès à l'application sur la base d'un rôle. On pourrait se dire qu'on va créer un rôle data feeder et qu'on va distribuer ces rôles. C'est quelque chose qui est très simple à faire via uniquement de la configuration. Oui, quant à l'anglais, peut-être qu'il faudra revoir notre anglais. Merci, merci Benjamin. Merci pour ton attachement aux détails. J'apprécie. Alors, je repasse à la suite. Donc, très vite, une fois que la donnée est uploadée, vous constaterez dans l'URL qu'il y a un identifiant de job qui est intégré dans l'URL. Voilà, donc FQDN, le fully qualified domain name de votre plateforme, /import/ ce job ID, qui est un UID, qui vous permet en cas de crash du navigateur, vous pouvez relancer votre navigateur et retourner là où vous en étiez dans le processus d'import. Donc, une justesse de l'application. Donc, cette première étape que vous voyez là est une étape de validation, comme c'est indiqué dans l'URL. Et on matérialise la progression dans l'interface via ce fil d'Ariane, où on montre clairement à l'utilisateur qu'il est à la première étape des 6 étapes qui vont aboutir à la publication de la donnée. Donc cette étape de validation va permettre à l'utilisateur de constater que déjà il ne s'est pas trompé de fichier à envoyer, puisqu'on lui présente le nombre d'entités, un objet vectoriel par défaut du dataset. Alors voilà, je ne sais pas exactement comment il est, mais ça peut, avec un peu de chance, permettre de constater que le coding est tout incorrect et laisser une chance à l'utilisateur de le corriger. On sait que quand on importe dans GeoServer un shapefile, on doit positionner au niveau de l'entrepôt l'encoding sous peine d'avoir des caractères bizarres au moment du rendu des étiquettes ou dans les réponses WFS. Voilà, et effectivement, Jean, il est très précieux cet ajustement d'encoding. Et là, ce que vous ne voyez pas sur le cartouche de droite, qui est l'extend du dataset, c'est que il y a également la possibilité, via une liste déroulante, quand le fichier PRJ n'est pas fourni dans le shapefile ou quand l'encoding n'est pas reconnu, parce que c'est pas complètement objectif, la bibliothèque des strings PRJ et des codes PSG. Quand il n'est pas reconnu, vous avez cette fichier dans le côté inférieur droit, ici, et qui vous permet de choisir, de positionner le code PSG. Et avec un repositionnement à terme de la bounding box droit par rapport à ce que les données nous renvoient, les valeurs de coordonnées que la donnée nous renvoie et la projection. Voilà. Alors, je regarde les questions. Le lien entre l'encoding de la couche et celui de l'entrepôt, c'est différent. Justement, on essaie de garder le même, en fait. On va positionner... les données vont être importées dans une base PostGIS et on va essayer de faire que le serveur soit au courant de l'encoding natif de la couche. Que faire si le code de PSG n'est pas connu, non compris dans la liste? Est-ce que c'est... Alors, vous avez, on verra, la possibilité de configurer un certain nombre de codes PSG classiques vers lequel, pour ne pas avoir la liste de tous les codes de PSG, où vous pouvez proposer à vos utilisateurs de choisir le code PSG de votre source de données parmi cette liste. Donc ça se fait très facilement dans le data-dir, donc dans la configuration GeoOrchestra, vous avez la possibilité de dire j'autorise l'utilisateur à choisir parmi ces codes de PSG-là. Voilà. Et tant que l'utilisateur joue sur cette liste déroulante et ne trouve pas le bon code PSG, s'il ne le trouve pas, on peut faire l'hypothèse qu'il va abandonner ou revenir vers l'administrateur ou reprojeter localement, vérifier que sa donnée est correcte avant de cliquer sur OK, my data is correct.
Voilà, donc étape suivante, encore quelque chose de très très simple pour vraiment ne pas rebuter l'utilisateur, la possibilité de, non, l'obligation même de saisir le titre et l'abstract du jeu de données. Ensuite, pareil, la possibilité de saisir un ou plusieurs tags pour caractériser les données. Alors, les tags sont choisis dans un thésaurus, le thésaurus des thèmes Inspire, qui est servi par le GeoNetwork qui se trouve en back-end. Donc voilà, vous pouvez configurer le thésaurus très facilement également. Et les mots-clés seront proposés parmi ceux du thésaurus choisi. Ensuite, on va poser les questions sur la date de création de la donnée et l'échelle pour laquelle elle a été créée. Donc, par défaut, il y a un ensemble d'échelles pré-remplies qui est là encore accessible en configuration du data-dir. Le champ lineage, donc dans la métadonnée, le processus qui a abouti à la création de la donnée, qui peut être saisi à cette étape-là. Enfin, on y est presque. L'avant-dernière étape, on présente un résumé de la saisie et l'utilisateur peut valider ou revenir en arrière si jamais il constate une erreur. Donc, s'il saisit, clique Submit et il y a un bar graphe de progression parce que ça prend un petit peu de temps, mais c'est relativement rapide quand même. J'ai publié un shapefile de 5 mégaoctets, ça a dû prendre 3 secondes, je pense. 3 secondes pour avoir la donnée importée en base PostGIS, l'enregistrement ISO créé dans GeoNetwork et la couche et l'entrepôt créé dans GeoServer. On a rarement vu plus rapide. Voilà. Donc à la fin, l'utilisateur peut constater le succès de l'opération en cliquant sur les liens Map Viewer ou GeoNetwork Record et il va voir sa couche de données et sa métadonnée générée. Voilà. Il va avoir la possibilité de créer d'uploader une nouvelle donnée dans la foulée s'il a tout un set de fichiers à envoyer. Merci Gaëtan pour la remarque, ça fait plaisir. Ouais, effectivement, c'était un de nos enjeux, d'avoir quelque chose de très très simple à utiliser. Alors, je vais représenter rapidement la vidéo du data feeder, si j'y arrive. Je clique l'endroit, effectivement. Et puis, je ferai une petite démonstration s'il reste du temps à la fin. On va chercher un fichier de données. Vous pouvez regarder l'URL, comment elle se transforme aussi. Je vais mettre en plein écran. Donc là, on voit par exemple qu'on a des caractères accentués. Donc on a 22 entités dans le jeu de données, des caractères accentués, et que en choisissant un encoding différent, on constate si l'encoding est correct ou pas, avec un retour immédiat. Là, le fichier PRJ était fourni. Alors, le profil d'utilisateur, ou bien je dirais, c'est quelqu'un qui avait abandonné, je dirais, l'alimentation de l'IDG, peut-être, en se disant c'est trop compliqué pour moi. Une possibilité. Donc on espère récupérer plus d'utilisateurs. Comme je vous dis, c'est un processus supplémentaire qui vient qui s'ajoute à ceux déjà existants dans l'IDG, ce qui permet à des utilisateurs experts de continuer à utiliser ceux qu'ils utilisaient déjà et qui leur convient très bien, et à des utilisateurs plus éloignés des interfaces voilà, on voit la barre de progression ici, et vous avez vu, ça a été très très vite. On clique sur Map Viewer, on a le visualiseur intégré à GeoServer qui arrive. On voit qu'on est dans l'espace de travail C2C, la métadonnée avec toute la saisie qui est reproduite ici, le title, l'abstract, les liens vers les données, la possibilité de télécharger directement dans plein de formats via l'export WFS,
On valide les mots-clés. Le point de contact, qui est moi, puisque j'étais identifié comme tel sur la plateforme à ce moment-là. Et à droite, publication date, si vous avez eu le temps de le voir, publication date et creation date. Publication date qui est la date à laquelle on a réalisé ce processus de saisie dans le data feeder, et creation date qui est celui qui a été saisi. Voilà. Fin de la petite vidéo. On est revenu à l'écran d'accueil. François, ça s'enflamme sur les commentaires. T'as plein de questions. Ah oui, oui. Bah, attends, c'est reparti. Attends. Tu veux que je fasse faut que je fasse escape. Non, je fais escape, c'est bon. Alors, oui, tiens, fais-moi un petit résumé des questions. Ok, on a Loïc qui demande si la mise à jour d'une couche est incluse dans cette version ou si c'est dans la roadmap future. C'est dans la roadmap, effectivement, en attente de financement. Mais on a déjà eu plusieurs fois cette question-là. On sait qu'elle est très pertinente. Les composants sont prêts pour aller dans ce sens-là. Mais comme je le redis, hein, via le périmètre budgétaire qu'on avait, on ne pouvait pas aller plus loin. Mais on est très intéressé pour aller plus loin, évidemment. Alors, dans le même ordre d'idée, on a deux questions. On en a une de Julien Sabatier qui demande si dans le futur, il serait possible d'envisager de partir directement d'une couche publiée dans le GeoServer pour renseigner plus facilement sa fiche de métadonnées dans GeoNetwork. Donc, au lieu d'uploader une donnée, la donnée est déjà dans le GeoServer et tu veux juste publier la métadonnée. Alors, oui, ça doit, c'est possible. Là encore, c'est pas prévu en l'état actuel, mais de toute façon, les composants qui servent à se faire ce wizard pour saisir ce pipeline de saisie de la métadonnée est disponible en open source dans GeoNetwork UI, j'en reparlerai. Et donc, il est possible soit de forker l'outil, soit d'y contribuer, soit de réutiliser les composants de base pour le tordre dans le sens qui nous intéresse. Ouais. Alors, dans le même ordre d'idée, j'avais Maël qui demandait est-ce que ça sait gérer un écrasement d'un dataset existant? Donc j'imagine encore un peu l'idée de la mise à jour. Alors non, il se passe quoi pour l'instant, il y a un compteur qui s'incrémente. Si tu publies n fois la même donnée, elle va être disponible sous n noms différents. Il va y avoir un petit suffixe 1, 2, 3, etc. qui sera ajouté automatiquement à la fin. Ok. On a Bernadette qui demande si le data feeder va intégrer la gestion des droits. Alors d'une certaine manière, en l'état actuel, il y a un petit peu de gestion des droits puisque la donnée dans GeoServer arrive dans un espace de travail qui est propre à l'organisation de l'utilisateur qui fait la dépose et avec un peu de chance, enfin, selon les réglages de l'administrateur, il y a déjà des droits d'accès qui auront été positionnés pour cet espace de travail. Et donc, la donnée de ce biais héritera des droits qui auront été positionnés pour cet espace de travail dans GeoServer. Idem dans GeoNetwork. Quoique je me pose la question pour savoir si elle n'est pas publique par défaut, la métadonnée. Je crois qu'elle est publique par défaut. Elle est aussi dans le groupe qui correspond à l'organisation de l'utilisateur, mais elle est publiée de manière ouverte. Donc voilà, il y a potentiellement déjà de la gestion des droits au niveau de l'accès aux données, mais la métadonnée, on est quand même sur un processus open data ici, et donc la métadonnée est ouverte par défaut. Voilà, mais effectivement, là encore, c'est quelque chose qu'on avait identifié, cette possibilité d'aller plus loin sur la gestion des droits. Je sais que certaines IDG concurrentes telles que GeoNode font on a envie d'aller dans cette direction également à terme, en gardant le caractère hyper simple du workflow et que par défaut, je dirais, il y a une case à cocher, ma donnée est publique, et que si l'utilisateur décoche cette case, alors apparaît seulement à ce moment-là le formulaire qui lui permet de restreindre les droits d'accès. C'est une possibilité à laquelle on avait réfléchi en termes de UX, mais qui n'a pas été implémentée pour cause de temps limité, de budget temps limité. Ouais. Et moi, j'avais une question. Le résultat, du coup, il est conforme Inspire?
Alors, c'est l'objectif, pas encore en l'état actuel. On a encore un petit travail de mapping entre des thèmes et des catégories à faire. Je laisserai Florent répondre à cette question plus en détail, mais c'est bien l'idée. Et en fait, tout va dépendre du modèle de métadonnées qu'on va se servir. Alors peut-être je ne vais pas aller trop en avant puisque j'ai la suite de ma présentation qui explique un certain nombre de choses. Voilà. Alors, je propose d'embrayer. Je vois qu'il est 14h25. Et puis, on reprendra les questions sur la fin, sinon on va trop manger sur ce que je vais expliquer là. Donc, derrière la scène, pendant que la donnée est traitée, uploadée, donc seulement à la fin du processus, quand l'utilisateur clique Submit, il se passe plusieurs choses. Donc, à 3 niveaux, la base de données, GeoServer, GeoNetwork. La base de données, déjà, donc les données sont structurées, elles sont rangées dans des schémas. Et donc, le schéma est créé s'il n'existe pas déjà. Donc, une bonne pratique, c'est de créer une base de données dédiée au data feeder que dans les réglages, dans la configuration, on lui affecter avec des schémas vierges, juste un schéma public, de telle sorte que à chaque fois qu'il va y avoir un utilisateur d'une nouvelle organisation qui publie, on va créer des nouveaux schémas automatiquement pour ranger les données qui seront créées par les utilisateurs de cette notation. Et le schéma est créé avec le nom court de l'organisme. C'est pour ça que c'est important de remplir le nom court dans la console. Vous avez le nom long et le nom court, par exemple, établissement public foncier, je dis n'importe quoi, du Nord-Pas-de-Calais, ou la région Hauts-de-France. Vous pouvez mettre PFL, HDF, voilà, quelque chose comme ça. Ça permet d'avoir des schémas qui soient lisibles et en évitant les caractères accentués. Bien qu'il y ait une proprification entre les deux. Donc, si vous mettez des caractères accentués, ils sont supprimés. Les données sont insérées dans une table, dans ce schéma, du coup. Alors, je précise qu'il y a une gestion des collisions avec cette identification des tables déjà existantes et cet ajout d'un suffixe pour éviter les collisions. Donc voilà, on a vraiment mis l'accent sur la cohérence et le fait que le data feeder ne laisse pas la base ou le GeoServer ou le GeoNetwork dans un état transitoire instable si jamais il y a un crash à une des étapes. Au niveau du GeoServer, donc pareillement, le schéma sert à ranger côté base de données. L'espace de travail dans GeoServer, c'est pareil, l'idée de pouvoir ranger les couches de données dans des sortes de dossiers virtuels qui se traduisent également en services OGC virtuels. Et pareillement, cet espace de travail est créé, si besoin, en utilisant le nom court de l'organisme, de l'utilisateur. Un entrepôt data feeder est créé au besoin, s'il n'existe pas déjà. Et notez que vous avez le choix ici, via la configuration, à créer un entrepôt normal dans GeoServer, c'est-à-dire un entrepôt qui va lui-même gérer son pool de connexion, ou un entrepôt de type JNDI, qui lui va réutiliser un pool de connexion qui serait déjà disponible au niveau du serveur applicatif. Et ça, c'est très intéressant pour la stabilité de votre service GeoServer sous forte charge et pour la scalabilité du service. Donc, je vous incite vraiment à utiliser une configuration JNDI dans la mesure du possible. La couche est créée, du coup, dans GeoServer, et là, dans tous les cas, voilà, même s'il y a redondance sur la donnée. Et les liens données-métadonnées sont créés. Voilà, on est en train de finaliser cet aspect-là. Sur Master, c'est pas encore intégré. Du côté de GeoNetwork, eh bien, la métadonnée est créée et publiée. Voilà. Alors, une question qu'on peut justement se poser, qu'on peut se poser concernant cette métadonnée, c'est comment on peut créer de l'ISO avec si peu de champs en entrée dans le wizard. Et la réponse tient au fait que la métadonnée finale résulte de la superposition à la base un template XML que vous allez positionner vous-même dans le data-dir. Il y en a un par défaut, mais rien ne vous empêche de positionner votre propre template qui serait, je dirais, un peu comme dans GeoNetwork. Vous avez les templates de base, vous ne faites pas une métadonnée à partir de zéro. Là, c'est le même principe. Donc, le data feeder va intervenir chirurgicalement dans ce template pour mettre à jour les champs
suivant, donc notamment les informations extraites de la donnée, la B-Box, etc., le SRS, les informations fournies par l'utilisateur via le wizard, évidemment, le processus de saisie en lui-même fournit la date de création de la métadonnée, et l'utilisateur connecté, son organisme, servent au point de contact. Voilà. Donc avec l'ensemble de ces champs et ce template, on arrive à créer une métadonnée conforme ISO. Alors, avant de passer au contexte technique, est-ce que, Jean, tu peux me faire un point sur les questions? Je n'ai pas eu le temps de regarder. Oui. Alors, on en a quelques-unes. On a Benjamin qui demande si la metadata URL est renseignée dans les capabilities GeoServer. Du coup, j'ai cru comprendre que oui, c'est en cours. C'est en cours, oui, exact. Oui, il y a le lien. Alors, actuellement, on a le lien GeoNetwork vers GeoServer, mais on n'a pas encore le lien GeoServer vers GeoNetwork. Mais c'est en cours de développement. C'est un peu le problème de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire au niveau de l'API, on a 2 soumissions et on ne peut pas connaître l'une avant de connaître l'autre. Et donc, il faut un processus de finalisation et on est en train de faire ça. En même temps, c'est bien ça qui est pénible à faire à la main. Donc, tout à fait, c'est une grosse plus-value si on récupère ça. Très grosse plus-value, tout à fait. Avec l'extension Inspire sur GeoServer qui soit suffisamment bien renseignée, c'est un gros gain de temps, ça. C'est ça. Loïc demande si une clé primaire est générée dans la base. Alors, je ne sais pas exactement quelle est. Oui, il y a une clé primaire, on pourra les voir. Tac. Ouais, je vais peut-être pas montrer de données, mais oui, il y a bien une clé primaire. Oui. Et un index géométrique pour la performance de consommation. Et du coup, Benjamin et moi, on était à peu près bon timing là-dessus sur les templates de métadonnées utilisés. Est-ce qu'on peut choisir parmi une liste? Alors, Benjamin voyait plutôt ça, typiquement un template par organisme. Moi, je me posais la question même tout simplement le choix entre plusieurs templates. Alors, pas en l'état actuel, mais c'est une très bonne idée. Très bonne idée que je n'ai vue nulle part pour l'instant. Donc, merci d'avoir posé la question. On prend. Cool. Ok. Eh bien, je passe à la suite alors. Donc, sur le contexte technique, le module DataFeeder a été implémenté en Java, dans la lignée des applications GeoOrchestra actuelles, avec le framework Spring Boot. Le front-end est du Angular, et les deux sont extrêmement découplés au point que vous pouvez télécharger un front-end et l'héberger sur un serveur Apache dans un coin et qu'il cible les services qui seraient ailleurs, en fait, complètement ailleurs. Voilà. On n'est pas dans le paradigme du WAR, de l'application Java complète qui intègre le client et le serveur. On a vraiment voulu faire quelque chose de très découplé dans la logique un peu microservice. Donc les backends, vous les connaissez, je ne m'appesantis pas dessus. On a évidemment l'API REST GeoServer, l'API GeoNetwork et PostgreSQL. Quelque chose que je n'ai pas mentionné pour l'instant, c'est que des emails sont envoyés à l'utilisateur. Et vous pouvez également configurer une copie à l'administrateur de plateforme. En cas ACK acknowledgement, quand on a reçu un fichier, pour notifier un administrateur, par exemple, ou aussi notifier l'utilisateur qu'on a bien reçu son fichier. En cas d'erreur à toute étape du dispositif et en cas de publication avec succès. On a même laissé la possibilité à l'utilisateur de quitter son poste de travail après avoir réalisé son processus de soumission de la donnée. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'attendre la fin, il clique sur Submit, et puis admettons qu'il soit pressé de quitter parce qu'il est 17h, il recevra un email avec les informations sur la métadonnée publiée et la couche qui aurait été créée par email. Voilà. Donc pas besoin d'aller jusqu'au bout du processus dans l'hypothèse où il serait très long, où on publierait un très gros volume de données. Alors, sur les aspects
configuration, tout est dans le data-dir. Je vous le présente ici. Donc, je vais peut-être grossir un petit peu. Donc, le data-dir, qu'est-ce que c'est? Dans GeoOrchestra, petit rappel, ce n'est pas un dossier pour héberger de la donnée, c'est un dossier pour héberger de la configuration. Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est par analogie avec le dossier de configuration de GeoServer également. Donc là, vous avez le data-dir GeoOrchestra, la configuration. Trouver la configuration ici, le fichier properties de la partie serveur et le fichier JSON de la config du front-end, de l'application frontale. Vous retrouvez le template de métadonnées XML et les templates d'email que vous pouvez personnaliser. Je vous disais, par exemple, Publishing Succeeded. Voilà, vous retrouvez un fichier texte que vous pouvez personnaliser, traduire en français, par exemple, et qui vous permet de personnaliser l'email qui sera reçu par votre utilisateur une fois qu'il a réalisé le processus de soumission. Vous voyez qu'il y a des placeholders pour un certain nombre de variables qui sont remplacées dynamiquement côté serveur. Sur les aspects contribution open source, le projet, l'application Datafeeder a vraiment joué le jeu au sens où on a alimenté le projet GeoNetwork UI qui va être présenté par Jean Gravin juste après. Donc ça tombe bien. Voilà, je ne m'appesantis pas dessus. Et on a développé via le Datafeeder un client en Java pour l'API REST de GeoServer, un client qui a été publié en tant que nouveau module communautaire de GeoServer. Il s'appelle GS REST OpenAPI Java Client. Oui, c'est un peu long, mais il faut bien que les choses soient explicites. Vous retrouvez ici les différents liens qui vous permettent de juger la contribution. Alors, petit sondage avant d'aller plus loin. Qui est-ce qui utiliserait le Datafeeder? Je vais vous dans le chat. Peut-être juste avant le sondage, on peut. Ah oui, tout à fait. Il y a une petite question. Il y a Guillaume qui demande si c'est GeoNetwork 4. Donc peut-être effectivement préciser les histoires de version. Alors effectivement, tout à fait. Alors actuellement, le Datafeeder a commencé, comme je vous le disais, à l'été dernier. On était encore avec 3.8. Le développement a commencé avec 3.8. Dans un esprit de faire les choses pas à pas, la prochaine release de GeoOrchestra va inclure le Datafeeder et GeoNetwork 3.8, pour lequel on pourra certifier le fonctionnement. Et la release suivante inclura GeoNetwork 4 et l'éventuel travail dans le Datafeeder qui serait nécessaire pour l'assurer la compatibilité. On est relativement confiant cependant. Voilà. Alors du coup, en termes de version, j'imagine que la question se pose aussi pour GeoServer, puisqu'il y a une contribution. Alors, GeoServer, on est sur la 2.18.3 actuellement, que je sache. Voilà, on va passer en 2.19. On s'attend pas à des changements. Voilà, il y aura un contrôle qualité qui sera fait effectivement au moment du passage à GeoServer 2.19, mais on s'attend pas à avoir de problème à ce niveau-là. Je pensais plutôt rétrocompatibilité éventuellement, sur des gens qui voulaient bricoler sur une plateforme pas forcément entièrement migrée, mais avoir le Datafeeder et un GeoServer 2.17 par exemple. Alors, je suis pas très inquiet non plus. Il faudrait builder spécifiquement l'extension, probablement. Ah oui. Est-ce qu'il faudrait vérifier s'il y a eu des changements d'API entre 2.17 par exemple, la version courante. Il y a peut-être effectivement des choses à vérifier à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Alors juste un petit point d'info, moi j'avais fait un test avec le GeoServer 2.17.5, il me semble, et j'ai pas souvenir d'avoir quelque chose de particulier à faire pour le GeoServer. Je l'ai peut-être pas mis à jour ou quoi, mais ça avait marché sans problème, je crois bien. Okay. Parce qu'il me semble que ce qui avait été développé, c'était côté client, l'API REST. Voilà, mais après, si le client ne matche pas avec le côté serveur, il peut y avoir des glitches. Bon, s'il n'y a pas eu de changement côté API GeoServer entre 2.17 et 2.18 pour le reste, voilà, ça peut expliquer que ça marche. Voilà. Il faudra peut-être surtout spécifier que ça marche avec un serveur GeoOrchestra, du coup. Peut-être. Oui, tout à fait. Puisque ça utilise les headers qui sont attendus par la configuration du GeoServer GeoOrchestra. Enfin, ça pourrait fonctionner avec un GeoServer pas issu du projet GeoOrchestra, mais avec une configuration au niveau des headers qui mirror celle du projet GeoOrchestra. Alors,
pendant que les questions se font, je vous invite à saisir voilà, avec l'outil que vous connaissez désormais, Framemoore, en espérant avoir plus de succès que Fabrice. Est-ce que vous utiliseriez le data en l'état vous mettez post-it sur la colonne de gauche? Est-ce que vous aimeriez disposer de modifications avant de pouvoir l'utiliser? Ou non, tout simplement, parce que votre workflow ne correspond pas du tout. Voilà. Alors, vous avez 3 lignes, effectivement, sur les post-it. C'est un peu dommage, c'est pas très grand. Voilà, soyez pas timide, n'hésitez pas à vous exprimer. Je vois qu'on est monté à 39 utilisateurs. Il y a des aventureux qui veulent tester. Allez, Landry, dénonce-toi. Donc, dans les modes, oui, top, mais la mise à jour serait un grand plus, d'accord. Donc ça, c'est un peu entre les deux, quoi. C'est tout de suite, déjà, c'est pas mal, mais j'aimerais bien aller plus loin. Mais après avoir installé un jeu serveur quand même, oui, la disponibilité d'un jeu orchestra même serait très intéressante. Alors, les modifications. Prise en compte de la mise à jour, d'accord. Genre Géo-Bretagne. Si possibilité de créer une métadonnée depuis une couche existante, d'accord. Data Grand Test a besoin de mise à jour via Data Feeder, d'accord. Plus besoin, alors j'ai pas la suite. De plus de champs, d'accord. Plus de champs. Est-ce que je peux avoir du détail sur plus de champs? Oui, vous m'entendez? Ouais. C'est donc en fait plus de chance, c'est-à-dire que dans un cadre partenarial et sur des projets où on est souvent justement par des projets partenariaux, un seul contact par exemple peut ne pas suffire. Donc on a besoin de données, de dire que finalement on est 3 organismes à avoir financé cette donnée et de contribuer à cette donnée. Donc voilà, sur ce point-là, je pense que pour nous, plateforme régionale, on aura besoin d'avoir la capacité. Alors il faut que ça s'inscrive dans l'interface utilisateur sans la complexifier trop, mais la possibilité comme ça de pouvoir, je pense, enrichir la métadonnée un peu plus au moment de la saisie sans complexification, quoi. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que ça passe par le template qui serait spécifique à l'organisme et qui, du coup, fournirait déjà un certain nombre de points de contact standard, je dirais? Je sais pas si ça serait vraiment suffisant, mais du moins ça pourrait être peut-être comme si les contacts sont récupérés de GeoNetwork, ça pourrait être aussi la possibilité d'avoir rajouté un contact simplement en cliquant et en sélectionnant dans une liste ou quelque chose. Je sais pas si le template suffirait, mais en tout cas voilà, là je réagis vraiment à chaud, j'ai pas analysé le besoin. D'accord. Ok. Donc dès que GeoJSON sera disponible, est-ce qu'on pourrait envisager d'ailleurs que les templates ce soit qu'au départ, en fait, on a la possibilité de choisir parmi les templates disponibles, les différents templates disponibles dans GeoNetwork pour une organisation donnée. Plutôt que juste un seul, d'ailleurs, mais qu'en fait, la liste des templates soit définie dans GeoNetwork et juste qu'on puisse choisir le template de départ au début. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir des templates par organisation dans GeoNetwork? Bah oui. Ils sont pas généraux? Pas forcément. Non. Non, je crois pas. Ça dépend des droits, des privilèges qui sont affectés au template. D'accord. Donc en fait, on pourrait regarder selon les privilèges et eh bien, écoute, et du coup lister les templates qui sont rendus disponibles dans l'organisation. Est-ce que faut faire la balance de est-ce qu'on n'est pas déjà trop complexe, tu vois, il va pas falloir qu'on refasse un GeoNetwork. C'est sûr. Ouais, je pense que c'est ça en fait le gros risque, c'est que pour répondre à des besoins particuliers ou avec des cadres partenariaux comme j'évoquais, il faut pas complexifier l'interface et finalement faire marche arrière et puis perdre tout le monde, quoi. Ça c'est vraiment le jeu de placer le curseur au bon endroit et d'avoir une expérience utilisateur qui soit adaptée, quoi. Tout à fait. Pour ça qu'à ce stade de faire des propositions, ça me semble vraiment prématuré sur ce type de solutions, quoi. Ok, donc on note que les formats d'entrée sont souhaités, plus GeoJSON notamment. Alors le cas d'utilisation, la personne qui a mis GeoJSON,
Est-ce qu'il peut préciser, par exemple, quelle serait la source de GeoJSON? Il a déjà un Nextcloud, quelque chose où les utilisateurs uploadent des GeoJSON. Je serais curieux de savoir. Voilà, ça peut être dans le chat. Hein. Compatibilité Inspire, on va l'avoir à la version 1.0, dès qu'elle est livrée au mois de juin. Peut-être utile en mode initiation à l'IDS pour ferrer de nouveaux clients. Ah oui. Ouais, effectivement, c'est un produit d'appel, ça, on entend que c'est intéressant. Comment on peut créer une métadonnée. Et non, on a un non, car notre workflow privilégie l'édition de données stockées en base, données locales majoritaires. D'accord. Ok. Du coup, pareil, on pourrait peut-être imaginer un raccourci dans le data feeder en disant ma donnée n'est pas uploadée, elle est déjà présente quelque part sur le système, sur la plateforme. Donc, tiens, il y a un nouveau... Ok. Bon, écoutez... À propos de stockage en base de données, je me posais la question, du coup, la donnée, quand elle est publiée par le data feeder, donc elle est poussée dans la base de données. Et dans sa projection native, oui. Au niveau GeoNetwork, qu'est-ce qui est attaché en fait? Est-ce que c'est le fichier shapefile qui est zippé attaché dans le GeoNetwork, ou est-ce que c'est directement la donnée dans la base de données? Si on passe, on passe par les flux, GeoServer avec WMFS un format de sortie shapefile. On passe que par les flux. D'accord, donc la donnée est transformée, la donnée d'origine n'est pas conservée. La donnée d'origine n'est pas conservée. En l'état. Exactement. Ouais. Donc on n'a pas de redondance de la donnée. Oui, il n'y a pas de redondance sur la plateforme de la donnée. Une fois qu'elle est téléchargée, elle est supprimée à la fin du processus. Okay. À la fin du processus, en cas de succès. S'il y a un échec, elle est conservée pour que l'administrateur puisse... imagine, il y a un coup de fil de son utilisateur qui dit « j'ai uploadé telle donnée » et puis ça ne marche pas. On pourrait imaginer que l'administrateur aille voir dans les volumes de données de l'application et aille chercher la donnée qui a déjà été uploadée. Ça évite de transférer des fichiers par email entre administrateur et utilisateur. Ok. Tu as une question de Gaëtan sur l'API pour pouvoir faire des imports multiples, mais ça doit déjà être possible, logiquement. Alors, l'API permet, elle a déjà été créée pour permettre des imports multiples. Elle n'est juste restreinte. Alors ça, il faut remercier Gabriel qui envisage la globalité avant de penser le cas particulier de l'application. Donc déjà, l'API est prévue pour uploader N données en parallèle. Donc c'est juste la UI qui restreint l'upload à un fichier à un temps donné. Voilà. Tu regarderas dans les échanges client-serveur, tu la mets en œuvre, qu'il y a un tableau de données en entrée qui est présenté et que là, actuellement c'est la donnée 0, quoi. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe à la suite. Donc déploiement en production imminent, donc il est déjà déployé sur la plateforme de test de la Haute-Loire, inclus dans la release prochaine. Sur les améliorations, alors nous, on avait identifié le support GeoPackage, mais c'est marrant, il n'est pas revenu là dans vos idées. GeoJSON, pourquoi pas raster? Alors là, il va se poser la question de la volumétrie, parce qu'on n'est pas sur la même volumétrie entre un shapefile ou un... Quoique, il y a Corey Landcover aussi, hein, mais... et un fichier raster. Donc on imagine pour des petits rasters, par exemple des photos qui seraient acquises, des photos aériennes qui seraient acquises sur la base de drones et dont la volumétrie reste modeste. Et puis pourquoi pas, donc là actuellement on détecte le format de fichier en entrée. Imaginons qu'on détecte qu'il n'est pas supporté. On pourrait se dire, pourquoi ne pas proposer une publication Open Data sur le même principe avec un schéma D4, on en reparlera demain,
d'ailleurs. Une fois que GeoNetwork supportera ça, donc adapter le formulaire, le mapping des champs, mais au final, un PDF par exemple, on détecte que ce n'est pas un fichier géographique et du coup, on propose à l'utilisateur de saisir une métadonnée conforme Open Data. Voilà, l'actualisation de données, métadonnées via le data feeder, vous l'avez très largement évoqué. Et ensuite, je vous propose de noter les améliorations que vous avez déjà évoquées. Ça vous permet d'en garder une trace. Donc, on avait noté par exemple les templates spécifiques à des organisations, la possibilité de sélectionner un template au moment où on commence le processus de saisie, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à indiquer ici les propositions qui ont déjà été faites. Ça nous servira de mémoire. Voilà. Écoutez, il est 14h50. Je suis disponible pour répondre à d'autres questions. Oui, on l'avait évoqué, mais du coup, il faudra qu'à moyen terme, je pense qu'on se pose la question de l'annuaire de contact, de réutiliser les infos de contact, parce que je pense qu'il y a beaucoup de plateformes régionales qui utilisent les annuaires de contact dans GeoNetwork pour les contacts des fiches de métadonnées pour pouvoir les mettre à jour à un seul endroit. Et là, ça fait une fiche de métadonnées avec des chaînes de caractères du coup pris depuis les en-têtes, ce qui est déjà chouette, mais faudra qu'à terme on arrive à intégrer correctement une sorte de recherche mise à jour d'un contact existant et création d'un contact dans GeoNetwork et lier la fiche de métadonnées de données au contact. Sinon, ça sera rapidement compliqué de mettre à jour des contacts. Je sais même pas si ça se fait tant que ça en fait, de mettre à jour des contacts, mais bon, c'est plus pour le principe qu'on a déjà l'habitude d'utiliser finalement. Ouais, tout à fait. Merci Landry. Mais sinon, c'est vraiment chouette. Merci. Je crois que vous utilisiez au Craig une version dans GeoNetwork de GeoPublisher. On l'utilise toujours. Et ça marche, et ça marche toujours. Ça fait 6 ou 7 ans qu'on a la géopublication dans GeoNetwork vers GeoServer. Ça a ses limitations. Dans le sens où on est obligé de lister à la main les espaces de travail cibles qu'on vise. Ça oblige à quelques pirouettes au niveau des droits de sécurité, c'est pas terrible du tout, mais ça marche depuis toujours et ça continue à marcher, bien que ce soit un bout de code qui est pas du tout maintenu dans GeoNetwork. J'avais fait des corrections dedans il y a 6, 7, 8 ans, je crois, et je pense que je suis la dernière personne à y avoir touché. Je sais qu'à la base, c'était quelque chose qui avait été développé pour le Grand Lyon par Neo Geo, il me semble. Et je pense que le Grand Lyon l'utilise toujours, mais sinon, à ma connaissance, il n'y a personne d'autre qui utilise ça, même si ça marche. Ça a bien marché jusqu'ici et je serais assez content de passer au data feeder à la place. Je sais que j'ai essayé de le mettre en œuvre et que c'est pas facile quand même. Il y a pas mal de petites astuces à droite à gauche qui sont pas forcément documentées non plus. Donc, oui, GeoPublisher, GeoNetwork. Alors, une info en provenance de Florent. GeoNetwork est théoriquement capable de remplacer un contact en dur par un contact de l'annuaire à l'indexation. C'est à peaufiner, basé sur l'adresse email et à d'autres champs. Donc, ça nous fournirait une possibilité de transition assez simple, finalement, entre les métadonnées générées par le data feeder version 1.0 et des métadonnées version 1.1, telles que publiées par le data feeder après un développement éventuel permettant de réutiliser des contacts. Ouais. Donc on note l'intérêt de l'INRAE pour cette fonctionnalité. C'est chouette. Ok, soyez pas timide, n'hésitez pas à poser vos questions, exprimer votre ressenti. Il nous reste 5 minutes.
Je ne sais pas si Séverine est là. Séverine Tessot, je vois un ST. Séverine, si tu veux dire quelques mots au nom du financeur. Séverine, je crois qu'elle pouvait pas être là aujourd'hui. Ah, Je suis pas d'accord. sûr, mais Donc ST ne serait pas Séverine Tessot. non, c'est Sandrine. Ah, pardon. Maël, tu as demandé la main. Parole. Est-ce que vous avez pensé à ce que ça fasse pas de la géo? Précise. Est-ce que l'architecture est prévue? Le shape, là, tu l'intègres en base, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Eh ben, tu l'intègres en base, point barre. Et tu fais pas une case géoserveur. Sous forme de blob, tu veux dire? Bah, en fait, t'as pas de géo, donc Oui. Il y a plusieurs possibilités, hein, mais CF, les talks qui vont suivre sur GNetwork, où on a aussi ce data store qu'on va développer, l'analogie avec CKAN qui a un file store et un data store. Voilà, tout ça, c'est des trucs qui sont en ébullition et du fait de la proximité de data feeder avec GNetwork 4, il y a des possibilités de factorisation, effectivement, qu'on est en train d'étudier. Maintenant, je le rappelle, on n'a pas de financement pour faire un data feeder open data. Pour l'instant, c'est prospectif, c'est des idées qu'on lance et voilà, on voit si ça génère un intérêt. Je crois que c'est d'ailleurs une remarque qui s'applique à pas mal de choses qui vont être présentées aujourd'hui et demain. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'évolutions qui sont en mode plutôt expérimentation. Et je pense qu'il va se passer une étape à un moment où il va falloir réfléchir à comment on intègre, on interface tout ça. Parce qu'il y a énormément de potentiel, mais pour l'instant, on est sur des briques, sur du Lego. Il va falloir assembler jeu network de demain, quoi. Pas le jeu orchestra, mais là, c'est beaucoup du jeu network, tout ça. Donc la question de Benjamin, possibilité d'utiliser d'autres thésaurus que les thèmes inspire. Oui, bien sûr, c'est totalement configurable. Pour la conformité inspire, est-ce que vous renseignez la conformité par rapport au thème inspire dans les métadonnées en plus des mots-clés? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris. Benjamin, tu peux peut-être prendre la parole pour expliciter un peu? Benjamin n'a pas de micro. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Très faiblement. Très très bas. Bon, je vais pas pouvoir faire beaucoup plus fort. C'est bon. Ok. En fait, quand on choisit un mot-clé tiré du thésaurus inspire, du thésaurus des thèmes inspire, on doit renseigner si le jeu de données est conforme au thème inspire ou s'il n'est pas conforme. Donc, si vous choisissez d'intégrer par défaut le thésaurus des thèmes inspire, vous risquez de rendre la fiche de métadonnées en fait non conforme si vous ne renseignez pas la partie sur la conformité. Donc du coup, je vous encourage à pas mettre ces mots-clés des thèmes inspire si vous voulez éviter de vous tirer une balle dans le pied. Voilà. Est-ce que le template de base de la métadonnée peut fournir l'information en disant que par défaut c'est pas conforme au thème inspire, ce qui est probablement la vérité pour toutes les données qui seront uploadées par ce biais? Ouais, mais il faut renseigner, il faut dire que c'est pas conforme par rapport au bon thème, c'est-à-dire celui qui a été renseigné dans les mots-clés. Donc si l'utilisateur choisit un thème, à ce moment-là, la conformité, elle doit pointer vers la spec du thème inspire en question. Donc ça complexifie le travail d'élaboration de cette fiche de métadonnée. D'accord. Donc voilà, c'est une mise en garde par rapport à ça. Je vous encourage pas non plus à dire que ça se rapporte à un thème inspire, c'est juste une mise en garde par rapport à ce truc-là. Et par rapport à ma deuxième question sur la possibilité d'intégrer d'autres thésaurus, du coup, c'est des thésaurus au format SCOS, forcément. Enfin, c'est ceux qui sont présents. Est-ce que c'est ceux qui sont présents dans GeoNetwork ou est-ce que c'est configuré au niveau du data feeder, en fait? C'est configuré au niveau de la UI du data feeder.
tu peux dire quel est le service qui va te fournir, le service GeoNetwork qui va te fournir le thésaurus. Ok. Donc tout thésaurus uploadé dans GeoNetwork est possible. Ok. Et c'est les seuls qui seront gérés avec DataFeeder. On peut pas pointer vers autre chose, vers quelque chose qui n'est pas dans GeoNetwork. C'est une URL. Alors c'est un service de recherche, hein, donc je crois qu'il y a un placeholder pour la chaîne de caractères. Et voilà, il faut que le service soit conforme, mais on pourrait imaginer que ce soit un service GeoNetwork qui ne serait pas celui de la plateforme. Enfin voilà, on pourrait imaginer un certain nombre de choses à creuser. Ok. Je ne l'ai pas fait. D'accord. Merci. Bon, je crois que, enfin, il est 3 heures là, donc Eh ben, on va super. pouvoir enchaîner sur la présentation suivante qui est complémentaire avec celle-là. Je vous remercie à tous. Merci François.